Voilà, bonsoir à tout le monde. Donc, j'ai appris qu'on a également une transmission par visio sur le web, donc on est toute moderne. Donc, c'est la première fois que l'équipe d'uro-oncologie de la région, donc des oncologues médicaux, des oncologues radiothérapeutes, des urologues dans les cliniques autour de nous, sont réunis pour vous présenter une soirée destinée au grand public, donc à vous informer, à être ouvert à vos questions au sujet du cancer de la prostate. Moi, je suis Dr Vernelius, je suis oncologue médical à l'Institut Sainte-Catherine et je suis responsable de notre équipe d'uro-oncologie. Donc, je vous fais une toute petite initiation sur le titre un petit peu léger, la prostate, à quoi ça sert. D'abord, je voulais vous parler de ce mouvement Movember, parce que c'est ça qui nous a un peu donné l'idée de faire une réunion grande publique. Donc, j'ai lu un petit peu. Donc, c'est un mouvement qui est apparu à la fin des années 90, d'abord en Australie, avec des hommes qui ont dit mais il faut quand même faire quelque chose pour alerter le public des problèmes de santé d'hommes. Et c'était peut-être un élément récréationnel parce qu'un des éléments de mouvement est aussi de se laisser pousser une moustache à partir du 1er novembre et de les raser que le soir de 30 novembre. Donc, le problème est que j'aimerais bien le faire, mais mon épouse ne me permet pas. Et donc, c'est un mouvement qui se construit très dans les pays anglo-saxons, aussi parce que là-bas, les moustaches sont plus courants dans le quotidien, moi en France. Mais c'est un mouvement qui s'intéresse à la santé des hommes, et donc particulièrement à des pathologies du cancer de la prostate, les cancers de testicules, la santé mentale, la prévention des suicides. Donc, nous avons choisi le sujet qui nous intéresse le plus dans notre activité professionnelle et pour lesquelles on vous a invité. Donc, c'est le cancer de la prostate. Et je commence avec quelque chose de très banal. Peut-être c'est trop banal pour certains parmi vous, mais quand on demande à des professionnels et non professionnels de santé, mais c'est quoi la prostate? Bon, il y a beaucoup de sourires. Donc, avant tout, c'est quelque chose qui crée des problèmes apparemment. Donc, je voulais vous parler très rapidement quelques éléments de fonctionnement de situation académique. Donc, la première chose, c'est un organe qui est tout petit, qui a la taille d'une châtaigne. Et ça, c'est un tableau anatomique. Donc, on est déjà un petit peu en médecine. Donc, je vous montre, c'est donc une coupe par homme. Et vous voyez ici la vessie, vous voyez le testicule, la glande et le rectum. Et la prostate, c'est un tout petit organe qui se trouve en dessous de la vessie, en avant du rectum. Et à côté, vous trouvez donc la vessie en dessus, vous trouvez les vésicules séminales, vous trouvez donc qui viennent de testicules, qui passent par tout ça, et vous trouvez avant tout ce qui est la première partie du rètre, passe donc par la prostate. Donc, première observation banale, mais il faut le savoir, c'est donc un organe qui existe que chez l'homme. Et c'est un organe qui est une glande. Et glande, ça veut dire que ça produit quelque chose, une fluide. Et cette fluide est une liquide qui se mélange donc avec des spermatoïdes qui passent du testicule par le vésicule séminal. Et ça présente donc une partie la plus importante de liquide éjaculé. Et ça aide à maintenir des spermatozoïdes en vie. Donc, la prostate a donc un rôle à jouer très important dans la fonction reproductive, sexuelle et urinaire de l'homme. Et la prostate, ça s'examine. Et du fait de son situation anatomique, ça peut s'examiner par une touche rectale, donc par l'anus. Et le médecin peut palper la prostate et peut évaluer s'il y a un problème de consistance, ce problème est peut-être même un cancer. Il y a plusieurs maladies qui sont liées à la prostate. La première, c'est des infections, qui se traitent très souvent avec des antibiotiques, mais une infection chez l'homme, une prostatite, ça demande presque toujours un bilan un petit peu plus élaboré, parce que c'est pas banal. Le deuxième problème très courant est que la prostate prend en volume pendant l'âge, et ça s'appelle une hypertrophie bénigne. Et vous imaginez
quand la prostate augmente de volume, l'urine sort avec difficulté. Donc ça, c'est le problème principal de cette maladie. Et le sujet de ce soir, c'est donc le cancer de la prostate, donc l'évolution d'une tumeur maligne de la prostate, et mes collègues vont vous parler. Donc, je vais donc inviter le docteur Black qui va nous parler. C'était quoi ton sujet exactement? On a nommé ça comment? Donc, dépistage de cancer de la prostate. J'ai pas vu comment on met Bonsoir à toutes et à tous. Merci Werner et les organisateurs pour l'invitation. Alors, on va faire un essai. Ok. Bon, Movember, Werner en a parlé. Effectivement, après Octobre Rose, pour les cancers féminins, le mois de novembre est réservé aux hommes. Donc les cancers masculins, mais la santé masculine de façon plus générale. Et donc on a choisi de parler du cancer de la prostate ce soir, parce que c'est le cancer le plus fréquent et de loin chez l'homme, et même tous sexes confondus. On va en reparler. Bon, ma planche anatomique est moins belle que celle de Werner, mais c'est juste pour situer la prostate. Et je voulais juste dire un mot du cancer du testicule, parce qu'elle a la particularité d'être un cancer de l'homme jeune, avec un pic de fréquence à 30 ans. Alors quand on a 30 ans, on est jeune, en forme, on ne pense pas avoir un cancer, mais on peut avoir un cancer du testicule à 30 ans. Donc autopalpation, et donc bon, vous n'avez pas 30 ans, mais vous êtes jeune. Mais si vous avez des jeunes dans votre entourage, une palpation d'une grosseur, d'une anomalie au niveau des testicules doit amener à une consultation urgente. Ça peut être rien du tout, quelque chose de banal, mais ça peut être un cancer du testicule. Donc on revient à la prostate. On va parler un peu de l'épidémiologie, de la génétique qui prend une place de plus en plus importante dans les cancers de façon générale et dans le cancer de la prostate en particulier. On va parler dépistage et détection précoce, et puis du diagnostic, avant de laisser la parole à mes collègues, Dr Di Rosa et Dr Cartier, pour vous parler des différents traitements de cette pathologie. Bon, pour situer un peu le sujet, voilà, un cancer de prostate, c'est à mort toutes les heures, c'est-à-dire à la fin de la soirée, il y aura 2 ou 3 hommes qui seront morts d'un cancer de la prostate. Bon, c'est un peu provocateur, mais c'est une réalité. C'est le cancer le plus fréquent, on l'a dit. C'est quand même 30% des cancers de l'homme. La prostate, ce petit organe, on ne sait pas trop où il est, à quoi il sert. C'est un cancer sur 3 chez l'homme, c'est un cancer de la prostate. Donc, chacun sa peine. Nous, les hommes, notre peine, c'est la prostate. 50 000 nouveaux cas à peu près par an. Et 3e cause de décès par cancer chez l'homme, après le poumon et le côlon. Surtout après 75 ans, avec un âge médian de décès à 83 ans. Je vous rappelle que l'espérance de vie à la naissance en France pour un homme est de 79,7, 80 ans. Donc voilà, 85 ans pour les femmes. Alors, voilà, ça c'est pour montrer un peu l'ordre de grandeur. Prostate pour les hommes, le sein pour la femme. À titre comparatif, donc c'est 1/3 des cancers. Alors l'incidence est stable depuis le début des années 90, avec des petites variations, mais globalement stable. Heureusement, la mortalité est en baisse, avec des taux de survie qui restent assez favorables, à 93% à 5 ans et 80% à 10 ans. Ceci est dû principalement à 2 facteurs. Premièrement, une détection et un diagnostic précoce à un stade où on peut guérir, et la majorité des cancers de prostate, on en guérit, heureusement. Et une amélioration de la prise en charge thérapeutique, surtout pour les patients métastatiques, où avant on leur proposait juste une castration chirurgicale ou hormonale et qui devenait inefficace au bout de quelques mois. Maintenant, on a beaucoup de choses à leur proposer, et Dr Elgers est bien placé pour confirmer ça. Alors les facteurs de risque, l'âge, plus on vieillit, plus on a un risque de choper ce cancer de la prostate, parce que c'est un organe qui vieillit mal et qui dégénère, et ça peut donner des cancers. D'ailleurs, il y a des études autopsiques qui ont été réalisées sur des cadavres d'hommes décédés à l'âge de 80 ans, et 80% des hommes avaient des cancers de prostate, autopsiques, donc ils n'étaient pas diagnostiqués, ils sont morts d'autre chose. Mais donc, ça veut dire que si on cherche, à partir d'un certain âge, on va trouver beaucoup de cancers de prostate, et la question c'est que ce n'est pas sûr qu'il y a besoin de les chercher, ces cancers-là. On va y revenir. L'ethnie afro-antillaise,
En gros, tous les chiffres que je viens de vous donner, pour les affrontiers, vous multipliez tout par 2. Donc voilà, c'est une prédisposition génétique. Et c'est pour ça que, avec la chlordécone, qui classe le cancer de prostate en maladie professionnelle, en fait, c'est des populations à risque génétiquement qui a été exposées à des cancérigènes externes, et ça a donné la catastrophe que tout le monde connaît. Voilà, perturbateur endocrinien. Alors le syndrome métabolique, oui, c'est le syndrome métabolique, il existe aussi bien chez l'homme que chez la femme, hein. Hypertension, diabète, surpoids, hypercholestérol, sédentarité. Donc ces gens-là, ils sont plus à risque de développer un cancer de la prostate. Et enfin, la thérapie androgénique. Alors, la thérapie androgénique n'est pas vraiment un facteur de risque, mais si on est sous androgène pour raison X ou Y, parce qu'on en manque ou parce qu'on veut être plus performant, entre guillemets, si jamais on développe un cancer de la prostate, la progression de ce cancer va être plus rapide. Donc, si on est sous androgène, il faut surveiller la prostate de façon encore plus rapprochée que normalement. Alors, un mot sur la prévention. Il n'y a rien qui a été démontré au niveau de chimioprévention. On peut vous vendre beaucoup de choses, hein. Les pépins de courge, c'est à la mode en ce moment. Voilà. Il n'y a rien qui prévient, qui diminue le risque de cancer de prostate. Il y a beaucoup d'études en cours, notamment sur la metformine, qui est un antidiabétique. Mais bon, on a découvert que ça peut diminuer le risque, mais ce n'est pas encore validé, hein. Finalement, sur quoi on peut agir, c'est le syndrome métabolique, hein. Donc là, j'ai pris ce petit schéma du site de la MACAP, c'est l'association des malades atteints de cancer de prostate, c'est accès libre sur Internet. J'ai trouvé ça très bien parce qu'il faut contrôler son poids corporel, avoir une activité physique régulière et surveiller son alimentation. Et donc c'est bien pour les maladies cardiovasculaires, c'est bien pour tout, c'est bien pour les cancers aussi. Alors la génétique, il y a deux chapitres, on va dire. Nous, on va s'intéresser à la génétique en tant que facteur héréditaire et aussi la génétique qui concerne les mutations somatiques, c'est-à-dire que on peut actuellement chercher des mutations somatiques au niveau des cellules cancéreuses et ça permet de prédire l'efficacité de certains traitements. Pour ce qui est des formes héréditaires, voilà la définition. Il faut, dans une famille, il y a 3 cas de cancer de prostate apparentés du 1er degré ou du 2e degré. Donc père, fils, frère ou neveu, oncle. Ou alors 2 cas diagnostiqués avant l'âge de 55 ans. Et à partir de là, on parle d'une forme héréditaire de cancer de la prostate. Donc, si on est devant une forme héréditaire, si on a un cancer de prostate avant l'âge de 50 ans, ou si dans la famille il y a des cas de cancer de sein ou de l'ovaire associés, surtout des cancers de sein bilatéraux ou cancer de sein chez l'homme, parce que ça existe, ça aussi, eh bien, il faut faire une consultation oncogénétique et une enquête génétique au niveau de la famille pour voir si d'autres membres de la famille sont porteurs des gènes prédisposants. Le cas le plus connu, ça remonte déjà maintenant à plusieurs années déjà, c'est Angelina Jolie qui s'est fait une mastectomie bilatérale préventive parce qu'elle avait les gènes qui prédisposaient au cancer du sein. D'ailleurs, c'est les mêmes pour le cancer de la prostate. Alors, dépistage de masse ou détection précoce. Donc vous avez peut-être remarqué ou peut-être pas que contrairement au cancer du sein ou cancer du côlon où vous êtes chez vous et on vous envoie une analyse pour voir si vous avez du sang dans les selles ou pour aller faire une mammographie, on n'envoie pas à la population générale pour aller faire un test pour dépistage de cancer de la prostate. Pourquoi ? Parce que pour valider un dépistage de masse, il faut 3 critères. Le premier, c'est la réduction de l'espérance de vie spécifique à cette maladie. Le deuxième, c'est l'amélioration ou au moins le maintien de la qualité de vie. Et le troisième critère, il faut que le coût soit raisonnable et soutenable pour la société. Et donc le cancer de prostate, il ne remplit pas ces 3 critères. Et donc pour l'instant, il n'y a pas de dépistage de masse du cancer de la prostate. Je dis bien pour l'instant, on espère. Si on remplit ces 3 critères, peut-être qu'un jour, on recevra... tous les hommes français recevront à partir d'un certain âge un courrier pour faire un dosage de PSA. Donc ça c'est destiné à la population. La détection précoce, c'est destiné à l'individu.
Du coup, comme on ne fait pas de dépistage de masse, à qui doit-on ou peut-on ou est-il utile de proposer un dépistage du cancer de la prostate? Là, je vous ai pris, donc c'est les recommandations de l'Association française d'urologie, ça date de novembre 2022, donc de quelques semaines. On va lire ensemble. Une détection précoce du cancer de la prostate doit être proposée chez les hommes ayant une probabilité de survie estimée au minimum à 10 ans, et ont été informés de façon loyale et ont donné leur accord pour la procédure afin de s'assurer qu'elle corresponde à leurs attentes. L'information doit porter à la fois sur la détection, le diagnostic, les modalités thérapeutiques, y compris la séance active, et les séquelles éventuelles. C'est pas de la blague, comme on dit. Donc, première difficulté, estimée à moins de 10 ans, à minimum 10 ans. Donc, quand on a un patient en face de nous, on doit évaluer son espérance de vie, dire lui, il a plus de 10 ans de survie et je lui propose, lui, il a moins de 10 ans, je ne lui propose pas. Bon, l'accord, c'est assez normal, qui correspondent à leurs attentes. Moi, en tant que patient, mon attente, c'est qu'on me dise si j'ai un cancer de prostate ou pas, et si oui, qu'on me traite. Donc, je ne comprends pas trop la phrase, mais bon, c'est écrit comme ça. Et alors, on doit vous informer de comment on fait la détection, comment on fait le diagnostic, comment on traite, et si on traite, quels sont les risques de chaque traitement, avant de commencer la détection. Donc, on va voir que c'est un peu loin de la réalité, parce qu'on trouve des dosages du PSA qui sont prescrits, et moi, quand je reçois les patients, ils me disent je ne sais même pas ce que c'est le PSA. Mon médecin me l'a prescrit, mais je sais à quoi ça correspond. Donc, les recommandations, c'est ça. Avant de prescrire un PSA, le PSA, ce n'est pas un dosage de la glycémie ou de cholestérol qu'on fait tous les mois ou tous les 3 mois avec le reste du bilan. Malheureusement, parfois, il est coché sur la liste, mais en théorie, on devrait informer les patients de ce que c'est et de ce que ça implique comme diagnostic et traitement derrière avant de le prescrire. Et le patient peut dire moi, j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de le faire, et on ne le fait pas. Alors, comment est faite cette détection? C'est très simple. Toucher rectal, Werner en a parlé, et dosage du PSA total. Et si tout est normal, c'est tous les 2 ans, et ainsi de suite. Alors, jusqu'à l'âge de 75 ans, j'ai mis un point d'interrogation, c'est jusqu'à ce qu'on considère que le patient il a moins de 10 ans de survie. Et à ce moment-là, on estime que le fait de lui diagnostiquer un cancer de prostate ne va pas apporter de bénéfices au niveau de sa survie, donc on arrête le dépistage, enfin la détection précoce. Alors le toucher rectal, pourquoi c'est indispensable? Justement parce que le cancer de la prostate, la majorité se développe sur la partie périphérique de la prostate, qu'on peut palper par un toucher rectal, induration, nodules, et puis parce que 15% des cancers de prostate se développent avec un PSA normal. Donc si on vous fait un PSA et que le PSA est normal, si on ne fait pas de toucher rectal, on peut passer à côté de 15% des cancers. Le PSA total, voilà, donc c'est le dosage, c'est une prise de sang, et qui permet, à partir d'un certain taux, pas de dire qu'il y a un cancer, mais en tout cas de dire qu'il y a une hyperproduction de PSA par les cellules prostatiques. Il y a les autres causes qui ont déjà été évoquées, encore une fois, donc les causes infectieuses. Tout ce qui peut entraîner un traumatisme au niveau de la prostate peut faire augmenter le PSA. Mais parmi ces causes, il y a aussi le cancer de la prostate, et c'est important donc de faire les examens nécessaires à ce moment-là. Voilà, d'autres marqueurs sériques et urinaires, mais bon, le seul validé et pris en charge par la sécurité sociale, c'est le PSA total. C'est simple. Alors, s'il y a une anomalie au toucher rectal ou si le PSA dépasse strictement 3, si ce n'est pas l'urologue qui a déjà initié la procédure, si c'est le médecin, eh bien, à partir de là, le patient doit rencontrer un urologue. Il n'y a pas d'examen à faire. Ça suffit à déclencher une consultation d'urologie et tous les urologues seront prêts à prendre en charge les patients à partir de 6 ans, une anomalie sur l'un des 2 critères. Alors, juste l'échographie prostatique, juste pour vous dire qu'une échographie normale n'élimine pas un cancer de la prostate. L'échographie, on la demande, c'est pas une faute. Ça permet d'évaluer le volume de la prostate, de voir la vessie, s'il n'y a pas un calcul, un polype associé, on peut voir les reins. Mais une échographie, si on vous dit votre prostate est normale à l'échographie, ça ne veut pas dire que ça n'élimine pas un cancer de la prostate.
L'examen de référence, c'est l'IRM, résonance magnétique, qui permet de bien étudier de façon précise le parenchyme prostatique avec des scores maintenant validés, le score PIRATS. En gros, 1, vous n'avez pas de cancer, 5, c'est très probablement un cancer. Elle permet de voir l'état de la capsule, parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais la prostate elle est entourée par une sorte de capsule, voir si la maladie sort en dehors de la prostate ou pas, s'il y a une atteinte des vésicules séminales qu'on a vu tout à l'heure, et puis voir s'il y a des ganglions qui se développent autour de la prostate, qui peuvent être un signe de dissémination de la maladie. Bon, je vous ai pris 2 exemples simples. Hein. Ici, la prostate est là, la vessie est là. Là, c'est une prostate normale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cancer. Ici, c'est une IRM, la prostate est là. Vous voyez la partie blanche, ça c'est normal. Et ici, on voit un développement d'un nodule qui est très probablement cancéreux. Voilà, pour résumer, vous avez une suspicion de cancer de prostate, un toucher rectal anormal ou un PSA supérieur à 3. On fait l'IRM. L'IRM est en faveur. On passe à l'étape d'après, c'est les biopsies. On va en parler dans quelques instants. Si les biopsies sont positives, ça aboutit à un traitement. Si les biopsies disent non, il n'y a pas de cancer, on reprend la surveillance. Et parfois, même si l'IRM est normal, on peut aller aux biopsies parce que l'urologue considère que le toucher rectal est suspect ou que le PSA continue à augmenter. Et là, même si une IRM normale, il y a un certain type de cancer qu'on peut ne pas voir sur l'IRM et il faut faire les biopsies. Et pareil, si les biopsies sont positives, ça aboutit sur un traitement. Si les biopsies sont normales, on revient à la surveillance active, à la surveillance. Voilà, les biopsies, il y a 2. Donc c'est le même principe que le toucher rectal. À la place du doigt, on va mettre une sonde d'échographie qui va permettre de visualiser la prostate. Et on passe une aiguille pour aller prélever des carottes biopsiques qui vont être analysées au microscope pour dire s'il y a des cellules tumorales ou pas. On peut aussi faire passer l'aiguille par le périnée, donc entre les bourses et l'anus, pour éviter le passage par l'anus. C'est encore moins développé, mais on y vient. Et donc les biopsies permettent d'avoir des informations quantitatives et des informations qualitatives. Donc le volume tumoral, si c'est un côté ou des 2 côtés, le nombre de biopsies, le pourcentage, et puis l'agressivité de la tumeur. Une fois qu'on a fait le diagnostic d'un cancer de prostate, on fait ce qu'on appelle un bilan d'extension pour voir si la maladie est localisée à la glande ou s'il y a d'autres sites cancéreux. Donc, les premiers relais, c'est les ganglions qui sont déjà évalués par l'IRM. Et le premier site métastatique du cancer de la prostate, c'est l'os. Donc, c'est pour ça qu'on fait une scintigraphie osseuse qui permet une étude de tout le squelette et qui peut dire s'il y a des atteintes cancéreuses métastatiques osseuses ou pas. Je vous ai mis juste un mot du TEP scanner parce que vous avez certainement entendu parler de ça. C'est rarement indiqué de première intention, en tout cas dans le diagnostic initial, mais ça a une place importante dans le suivi et les suspicions de récidive des cancers de prostate à des cas un peu plus complexes. Voilà, on a diagnostiqué un cancer de prostate, on l'a classé. Par exemple, T2, c'est un cancer qui touche moins de la moitié d'un lobe de la prostate. T3B, c'est un cancer qui atteint les vésicules séminales. N0, N1 s'il y a des ganglions atteints et M0, M1 s'il y a des métastases. Et là, je vais confier le patient à mes collègues pour le traitement. Voilà, là, c'est des sites pour aller plus loin sur le sujet si vous voulez. Et normalement, il y a une vidéo de sensibilisation, mais c'est un humour un peu décalé. Donc, je me suis dit, pour détendre un peu l'ambiance, je vais la partager avec vous. Et oui, j'ai de la chance. Je suis le seul homme au monde à avoir ma prostate sur le front. Et je vous garantis que ça change la vie. Je fais toujours attention à ce qu'elle soit impeccable. C'est vital. Ah là là, mon Filou! Quelle belle prostate! Et puis, il faut dire qu'avec une prostate sur le front, je suis vraiment le centre de l'attention. Avec cette particularité, vous n'imaginez même pas le succès fou que j'ai. Une star. Je suis vraiment chanceux. Tout le monde m'adore. Oh, ça va mon Filou? Elle a grossi ta prostate, non? La véritable chance de Filou, c'est de pouvoir toujours garder un œil sur sa prostate. Vous ne la voyez peut-être pas, mais ce n'est pas une raison pour l'oublier. Le cancer de la prostate tue un homme toutes les heures. Parce qu'un diagnostic précoce augmente les chances de guérison. Dès 50 ans, parlez-en à votre médecin traitant.
On va passer aux questions. Merci beaucoup, Mehdi. Est-ce que vous avez des questions, Dr Blas? Sinon, j'ai une question à toi. Donc, j'ai 50 ans. Bon, c'est pas vrai, mais imaginons, j'ai 50 ans. Mon père a eu un cancer de la prostate à 80 ans. Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors, comme on a vu, c'est un cancer qui est très fréquent. Donc, beaucoup d'hommes de 50 ans vont avoir dans leur antécédent un père, un oncle qui a un cancer de prostate à 80 ans. Et je vous ai dit tout à l'heure que sur des biopsies autopsiques, c'est 80% de la population. Donc, je te conseille, je t'explique en quoi consiste le PSA, je t'explique ce qu'on doit te faire comme examen pour le diagnostic, ce que tu peux avoir comme traitement, les séquelles de ces traitements. Et si tu es d'accord, je te fais un toucher rectal. Et je te fais doser le PSA total. Voilà, je te propose une détection précoce du cancer de la prostate. Le fait que ton père ait 80 ans eu un cancer de prostate, ça ne change pas grand-chose. Donc, message clair quand même, l'examen clinique est essentiel, même si ça nous chatouille un petit peu l'idée. Donc, il faut passer la porte du bureau d'urologue pour aller jusqu'au bout. Et une inquiétude aujourd'hui peut être un élément de motivation de parler à son médecin généraliste. Est-ce qu'il y a des personnes avec des questions? S'il vous plaît. Bonjour à vous et merci. Bonjour à vous et merci. Il ne marche pas ce micro. Il fonctionne ou pas? Merci à vous et merci d'organiser cette rencontre. J'ai quelques questions, j'en ai certainement beaucoup d'autres dans la tête. Et là, me viennent deux questions. Est-ce qu'il peut y avoir, antérieurement au cancer de la prostate, un cancer osseux, des cancers osseux? La deuxième question, c'est pourquoi ça se situe de façon périphérique sur la prostate? Voilà, puisque vous venez de l'évoquer. Et puis, les autres questions... j'allais noter, mais bon, on y viendra après, si vous voulez. Donc, je vais peut-être répondre à la première question. Est-ce que un cancer de la prostate peut être précédé par un cancer des os? Donc, d'abord, des tumeurs malignes des os, on les appelle des sarcomes. C'est des maladies rarissimes et dans le langage courant, très souvent, on parle des cancers des os en lien avec un autre cancer. Ça peut être un cancer de la prostate ou un cancer du sein chez la femme. On parle des disséminations des cellules tumorales dans l'os. Le terme technique, c'est la métastase. Donc la métastase d'un cancer arrive après la tumeur primitive est là. Il y a certains cancers, on trouve d'abord les métastases et après on diagnostique les tumeurs primitives à derrière. Mais sur l'évolution, c'est d'abord le primitif qui est là et après c'est une évolution. Donc Mehdi, pour toi la deuxième question. Merci. Donc au niveau de la prostate, il y a ce qu'on appelle la zone périphérique dans laquelle se développe la majorité des cancers, pas tous. Il y a la zone centrale et ces deux zones sont embryologiquement différentes. Et donc, ce qui explique que c'est les cellules de la zone périphérique qui dégénèrent, qui vieillissent mal et qui peuvent donc se transformer en cellules cancéreuses. La partie centrale de la prostate, elle est plus responsable de l'hypertrophie bénigne de la prostate, qu'on appelle communément l'adénome prostatique. Et donc, comme elle est centrale, elle est justement plus au contact du canal urinaire et c'est celle qui va causer tous les troubles urinaires qu'on peut rencontrer, difficultés d'uriner, envie fréquente, tout ça. Et donc, le cancer de la prostate, par sa localisation périphérique, et du coup, il est longtemps asymptomatique. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on urine bien, qu'on n'a pas de problème, qu'on ne se réveille pas la nuit, qu'on ne peut pas développer un cancer de la prostate parce qu'il se développe loin du canal urinaire. Et encore une fois, on insiste dessus, on n'est pas obsédé, mais c'est parce que c'est comme ça. Le toucher rectal permet du coup de palper un cancer de prostate asymptomatique, alors qu'on n'a aucun symptôme urinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Donc, je vais donc passer la parole au docteur Alessandro Di Rosa. Donc, Alessandro est chirurgien urologue et il travaille sur 2 sites à la clinique Orange et ici à la clinique Ronde-Durance.
Et il va nous parler donc des traitements chirurgicaux du cancer de la prostate. Merci Werner de m'avoir invité à cette belle soirée, peut-être la première d'une longue série. Donc oui, effectivement, je vous parlerai de la place de la chirurgie du cancer de la prostate, bientôt dans les écrans. Alors, des notes. Voilà. Donc, bon, je ne m'attarde pas sur les généralités, ont été amplement expliquées. Je voulais juste souligner que dans le cancer de la prostate, comme dans d'autres tumeurs solides, le principe du contrôle local, ça veut dire l'éradication de la tumeur, est un principe fondamental de la prise en charge, et que la chirurgie de ce cancer, c'est-à-dire la prostatectomie, est une arme très importante de cette prise en charge, et reste une des modalités plus anciennes pour soigner cette maladie et parmi les plus efficaces. On a plusieurs traitements aujourd'hui. Ici, vous voyez une petite liste qui concerne surtout les cancers les moins évolués. Et je ne vais pas les dénombrer tous, mais ce soir, on se focalise donc sur les deux traitements à but curatif qui ont été validés par les études, c'est-à-dire la chirurgie, la prostatectomie radicale et la radiothérapie. Il y a d'autres traitements plus ou moins récents qui ne font pas partie des standards thérapeutiques, donc qui n'ont pas encore montré leurs bénéfices à terme et donc ne sont pas encore de traitements standards. Donc le choix du traitement tient compte de beaucoup d'éléments, de l'âge au diagnostic, de l'espérance de vie du patient, des comorbidités, des éventuelles contre-indications, des symptômes urinaires. La préférence du patient, je l'ai souligné parce que c'est un élément qu'on tient en compte de façon très importante. Et donc, bien sûr, le stade clinique et le type de tumeur, donc sa gravité, pour faire simple, son agressivité, permet de choisir le meilleur traitement pour chaque patient. On a parlé donc de la stadification globalement. Pour faire simple, on parle d'un cancer localisé quand il est toujours à l'intérieur de la prostate. On parle d'un cancer localement avancé quand il commence à sortir de la prostate. Et quand ça touche les ganglions proches à la prostate, ça reste un cancer défini comme localement avancé. On parle de cancer métastatique quand les ganglions touchés sont très loin ou, comme on a vu, les os et d'autres organes. Dans ces cas-là, à l'heure actuelle, pour le moins, il n'y a pas de chirurgie possible, donc ce n'est pas le sujet de ce soir. Et donc, tous ces éléments, et donc bien sûr le type de tumeur, donc son agressivité, je disais, qui est estimée à travers des classifications, c'est plus ou moins technique, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais pour distinguer l'agressivité de chaque type de tumeur et pour mieux l'encadrer, est important d'identifier bien la maladie. Et c'est important parce que depuis quelques années, la prise en charge des cancers peut évoluer, des petits cancers, comme on les appelle pour être très simple, souvent a beaucoup évolué dans les dernières années. Et on opte souvent, de plus en plus souvent, plutôt vers une surveillance qui est dite active parce que
on n'oublie bien sûr pas l'objectif de traiter, de soigner ce petit cancer qu'on vient de découvrir, mais la surveillance permet de retarder la prise en charge plus radicale, on va dire, sans perdre de risque, enfin sans risque ajouté sur la comment dire, sur la survie spécifique liée à ce cancer. Et donc aujourd'hui, la place de la chirurgie dans ce type de petit cancer, on va dire, est moins représentée, moins fréquemment appliquée, justement grâce à ce principe qui a beaucoup changé la prise en charge, parce qu'auparavant, quand on se voyait diagnostiquer n'importe quel type de cancer, on va dire, même des cellules cancéreuses de bas grade, on pensait que dans tous les cas, ça allait évoluer vers des formes avancées, agressives, et donc on ne perdait pas de temps et on choisissait un traitement curatif, c'est-à-dire la radiothérapie ou la chirurgie ou d'autres éventuellement traitements, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'on n'est pas pressé, on va dire, et on pourra soigner éventuellement, secondairement, le patient. Il y a des formes intermédiaires où, effectivement, la chirurgie et la radiothérapie représentent leur indication principale. Notamment, donc, la surveillance est très peu appliquée et donc la chirurgie et la radiothérapie permettent de soigner sur ces formes de cancer. Et notamment la chirurgie, peut-être c'est une des indications les plus appliquées, ces formes de risque intermédiaire, qui peut être donc la prostatectomie associée à l'ablation des ganglions en fonction du stade et du type, comme on a un peu vu tout à l'heure. Et pour choisir cette option, donc l'option chirurgicale, il n'y a pas véritablement d'âge-seuil, mais on sait que le bénéfice d'utiliser ce traitement est supérieur quand l'espérance de vie du patient est supérieure à 10 ans et quand le patient a moins de 65 ans, ça a un impact plus important sur la réduction de la mortalité spécifique liée au cancer. Mais aujourd'hui, aussi, les formes plus agressives la chirurgie surtout, trouve une place pour soigner les cancers plus graves, on peut dire. Alors qu'auparavant, la chirurgie était, je ne dis pas exclue, mais très rare, on va dire, dans ces formes un peu plus avancées et agressives. Et la chirurgie est parfois... donc, la chirurgie est parfois la première étape du traitement global de ces formes de cancer agressives, où parfois la radiothérapie suit le traitement chirurgical pour soigner globalement le patient de sa maladie, on a dit, un peu plus agressive par rapport à des formes plus limitées. Et la chirurgie dans ces cas est appliquée quand on imagine, grâce évidemment aux examens préopératoires, que la chirurgie peut être efficace et éradiquer, comme je disais tout à l'heure, la totalité du tissu cancéreux qui s'est développé. Autrement, on choisira d'autres traitements. Et dans tout ce choix, l'urologue a le rôle justement de guider le choix du traitement. Toujours, bien sûr, la décision est pluridisciplinaire avec les radiothérapeutes, les oncologues, et la décision est toujours
issu, on va dire, d'une concertation, d'une évaluation pluridisciplinaire, et toujours validée d'ailleurs dans des réunions de concertation qu'on fait régulièrement. Et ce diagramme, je voulais vous montrer ce diapositive parce que ça rend un peu l'idée de la mortalité liée aux différents types de cancers. C'est pour ça que j'ai insisté sur stratifier, on veut dire différencier ces types de cancers, parce que pour rentrer dans le détail, si un homme de 65 ans diagnostique un cancer de bas grade, donc avec des cellules cancéreuses de bas grade, avec un PSA bas, et ben on voit qu'à 10 ans après avoir réalisé un traitement curatif standardisé, donc prostatectomie ou radiothérapie, eh ben les chances de survie sont proches du 100%. On parle du fameux petit cancer qu'on vient de diagnostiquer. Si on parle du risque intermédiaire, où donc on diagnostique toujours à ce pauvre monsieur un cancer d'un grade un peu plus élevé, avec un PSA au moment du diagnostic plus élevé, et là la probabilité de survie à 10 ans, après avoir reçu son prostatectomie sur radiothérapie, sont proches du 97%. Des formes plus sévères, comme on a vu. Donc, quand le cancer, on va dire, commence à sortir de la prostate, les cellules cancéreuses ont une agressivité supérieure. On a découvert un PSA assez élevé. Et là, 10 ans, le 88% des patients seront toujours parmi nous. Voilà pour voir un peu à quoi ça correspondait aussi l'efficacité de ces traitements. Pour revenir à la chirurgie, je ne vais pas faire l'histoire de la chirurgie, mais c'est pour vous dire que c'est une chirurgie très ancienne qui était initialement donc, surtout liée au traitement des problèmes urinaires, et que à partir des études de Patrick Walsh, a beaucoup évolué, a été beaucoup plus précise, on va dire. Et puis à partir de 1997, les techniques mini-invasives, notamment la cystoscopie, et à partir des années 2000, la chirurgie robotique, donc on entend toujours parler. Voilà, cette évolution qu'on peut voir dans cette image de la chirurgie ouverte, en passant par la cystoscopie, jusqu'à la chirurgie robotique, on y reviendra. Et donc, maintenant, vous êtes très fort en anatomie urologique, mais effectivement, la clé de cette évolution de la chirurgie est en effet la connaissance de l'anatomie. Parce que la prostate, c'est un organe un peu particulier anatomiquement par rapport à d'autres organes, le foie, le rein. Il y a des limites mieux définies, alors que dans la prostate, il y a des tissus, des structures qui sont fusionnées à la prostate, ce qui rend la chirurgie de cet organe plutôt difficile. Et même si, dans les images qu'on voit, qu'on vous a montrées, c'est facile de distinguer la vessie, la prostate, le muscle qui contrôle la continence, le canal urinaire. Mais je dis que dans la vraie vie, ça ressemble plutôt à ça. Une vessie qui est fusionnée en continu avec sa prostate, qui, elle, à son tour, est fusionnée aux muscles qui s'occupent de la continence, tout entouré par des faisceaux nerveux, des vaisseaux et des muscles, donc qui entrent en jeu et qui contrôlent la continence et la fonction sexuelle. Donc, la connaissance anatomique est fondamentale pour le développement et l'amélioration de la technique chirurgicale. Et c'est pour ça que la prostatectomie est une intervention complexe, c'est innégable, c'est plutôt difficile, et qui a comme premier objectif, évidemment,
l'éradication du cancer. En second lieu, la préservation de la continence urinaire et permettre le retour de la fonction sexuelle après une intervention pour le cancer de la prostate. Tout ça, c'est ce qui l'urologue tient bien en tête par rapport à ce type de chirurgie. Donc, en pratique, l'objectif est de retirer, pour faire simple, la prostate devenue cancéreuse, tout en respectant les structures qui l'entourent et qui déterminent les fonctions plus importantes, on peut dire, liées à cet organe, la fonction urinaire, la fonction sexuelle. Et donc, avec la technique, on va dire, de préservation des bandelettes neurovasculaires, donc de tous ces petits organes collés à la prostate qu'il faut essayer de respecter au maximum dans la technique chirurgicale. Il y a plusieurs grades de préservation dont on peut se permettre. Et c'est en fonction du type de cancer, de la position, de l'agressivité et de la condition de base du patient avant l'intervention, bien sûr. Et beaucoup d'informations sont données aux chirurgiens par les examens avant l'intervention, notamment l'IRM, comme on a vu tout à l'heure avec le Dr Blas. Aussi, le résultat des biopsies nous guide beaucoup pour justement connaître la topographie aussi de la tumeur. Tous ces éléments sont tenus en compte avant et pendant la réalisation de cette chirurgie, qui peut être réalisée, on a vu, par différentes voies d'abord. La prostatectomie radicale rétropubienne, donc la chirurgie ouverte traditionnelle avec une incision ombilico-pubienne, n'exagérons pas, donc la technique plus ancienne, ou par voie mini-invasive avec la célioscopie, la prostatectomie célioscopique, donc avec des petits trous, on peut dire, à travers lesquels on insère directement les instruments et le chirurgien opère directement auprès du patient. Et la chirurgie célioscopique robot-assistée. La voie d'abord, le principe est toujours le même. Le chirurgien est à distance du patient et contrôle cette machine que je vous présente rapidement. C'est une machine, justement, qui ne fait rien sans l'action directe du chirurgien, ça ne bouge pas. Il y a plusieurs composantes, donc un chariot patient où il y a les bras robotisés, une colonne vidéo, une console pour le chirurgien. Au bout des bras robotisés, il y a des instruments miniaturisés contrôlés par le chirurgien dans la console. Un des bras est adapté avec une caméra qui permet une vision 3D du champ opératoire très précise. Donc les instruments sont donc manipulés à travers ces joysticks qui permettent des mouvements très précis sans effet de tremblement, ce qui permet justement une dissection très précise. Dans cette simulation, on voit justement les bras robotisés avec les instruments au bout, contrôlés par le chirurgien depuis la console, qui permet de disséquer progressivement la prostate jusqu'à la retirer, comme on a vu, tout en respectant ces fameuses structures très importantes, notamment pour le suite post-opératoire. Et donc, j'espère que ça va pas choquer quelqu'un, mais ça a aidé pour comprendre.
Donc on a vu qu'il y a plusieurs techniques plus ou moins modernes pour réaliser cette chirurgie. Il faut quand même bien dire qu'aujourd'hui, les études ne montrent pas de supériorité d'une technique chirurgicale par rapport à une autre, par rapport à la capacité de soigner le cancer ou même de récupérer la fonction donc, sexuelle et de la continence urinaire. Et que ce qui compte le plus, c'est la capacité du chirurgien qui a le plus un impact sur ces éléments très importants. Mais il faut quand même dire que la chirurgie robotique nous donne quand même tous les instruments, elle met toutes les chances, on va dire, de notre côté pour pouvoir réaliser une chirurgie précise. Évidemment, toujours le but le plus important, d'éradiquer complètement le cancer et évidemment récupérer le mieux possible après l'intervention. Oui, j'ai mis l'image parce que ici on voit l'ablation un peu grossière, si on peut dire, d'une prostate cancéreuse. À droite, une prostate qui a reçu une dissection plus fine. Comme je dis, on peut quand même, en fonction des capacités du chirurgien, n'importe avec quelle technique, obtenir le résultat voulu, soit à droite, soit à gauche. Évidemment, ça dépend aussi beaucoup du type de la tumeur. Si on peut, entre guillemets, passer au ras de la prostate, ça veut dire passer au ras de la tumeur, en pouvoir laisser en place les structures importantes pour la récupération post-opératoire. Et donc, voilà, plus on est précis, mieux c'est. Et effectivement, la chirurgie robotique nous aide beaucoup à être plus précis. Voilà les avantages pour le patient. Vous en avez probablement entendu parler. C'est évidemment une chirurgie moins invasive, avec des temps d'hospitalisation beaucoup plus réduits. On peut même réaliser une prostatectomie totale en chirurgie ambulatoire, on rentre le matin, on sort le soir. On récupère donc les fonctions dont on a parlé plus rapidement, les cicatrices plus petites, les complications post-opératoires réduites, notamment en termes de saignement, de taux de transfusion. Et il y a des avantages pour le chirurgien, heureusement. Une vision 3D du champ opératoire, c'est qui change beaucoup, avec possibilité de s'approcher au millimètre près de la structure qu'on veut disséquer, qu'on est en train d'opérer. On est confortablement assise, pourquoi pas. Et tous les mouvements sont réalisés de façon naturelle. Comme on a vu, c'est un peu comme avoir nos mains à l'intérieur du corps du patient et faire ce qu'on souhaite, évidemment dans le but qu'on veut obtenir. Il y a forcément des inconvénients, comme toujours, surtout d'ordre financier. C'est une technologie très coûteuse à l'achat et bien sûr à la maintenance. C'est des instruments qu'il faut changer régulièrement, sont très coûteux. La salle doit être adaptée. Il y a beaucoup de choses à tenir en compte. Il y a un cours d'apprentissage, bien sûr, du chirurgien, mais avec tout le personnel qui l'entoure. Et bon, juste quelques chiffres pour terminer. En 2019, on réalisait le 50% des prostatectomies par chirurgie robotique et le restant divisé entre la chirurgie à ciel ouvert et la cystoscopie. Et forcément, la tendance est celle en faveur de la chirurgie robotique qui va toujours de plus en plus se répandre en France et dans le monde. D'ailleurs, la France, c'est un des pays où la chirurgie robotique est le plus diffusée. On a la chance d'avoir accès à cette technologie, malgré son coût. Quoi qu'il en coûte, on pourrait dire. Voilà, c'était pour merci de votre attention. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Alessandro. Et tu nous as vraiment fait un tour d'horizon. Tu as assez insisté sur des formes du cancer de la prostate, l'élaboration de choix thérapeutiques et jusqu'au traitement. Et c'est évident que le traitement aujourd'hui demande des spécialistes extrêmement bien formés, la qualité de la chirurgie. Donc je pense que ce n'est pas un secret, ça dépend de niveau de formation, d'expertise de chirurgiens. Et on a la chance ici dans la région qu'on est entouré par des très très bons chirurgiens. Mais je voulais juste insister sur un élément que tu as mis en point, c'est la concertation pluridisciplinaire. Donc aujourd'hui, dans notre pratique quotidienne, on se réunit toutes les semaines, le lundi soir, 2 heures ici ou 2 heures au plus, ici à l'Institut Sainte-Catherine, avec les urologues de la région, les radiothérapeutes, des oncologues médicaux comme moi et aussi des radiologues, pour discuter chaque dossier de chaque patient. Aujourd'hui, aucun traitement chez nos patients d'un cancer de la prostate est réalisé sans concertation. Parce que, vous avez entendu, le cancer de la prostate, c'est un continuum. Il y a des formes de cancer de la prostate qui sont des formes banales, peu agressives, qui demandent rien d'autre qu'une surveillance. Ça veut dire le travail de médecin est de rassurer les patients pour dire « tu n'as pas besoin de traitement agressif ». Et ça va jusqu'au cancer des formes très agressives qui demandent des traitements, pas chirurgie, radiothérapie et traitement médical, et juste à des formes de cancers qui ont dépassé la prostate, qui sont métastatiques et très souvent demandent des traitements médicaux. Donc il n'y a pas cancer de la prostate égale cancer de la prostate, il faut adapter des projets thérapeutiques à chaque patient individuellement. C'est très important. Je voulais insister sur ça. Est-ce que vous avez des questions pour le Dr Di Rosa? Donc j'ai une question, parce que je suis curieux. Donc un de mes co-chefs de clinique, il m'a dit quand il a débuté faire le robot, c'est génial, maintenant je peux boire mon café pendant le travail. Mais je pense que ce n'est pas l'avantage principal. Ça dure à peu près combien de temps, la chirurgie robotique d'un cancer de la prostate? C'est très variable, parce que comme on a vu, il y a des formes différentes qui nécessitent aussi des techniques un peu différentes. Et bien sûr, on a vaguement abordé le curage ganglionnaire. Donc c'est l'ablation de ces ganglions qui sont à côté de la prostate, qui est un élément important de la chirurgie, notamment pour la stadification, comme on a vu tout à l'heure, parce que je vais peut-être m'éloigner de la réponse, mais c'est important de savoir exactement quel type de maladie on est devant, et parfois les examens préparatoires ne suffisent pas, et le curage permet de définir le stade exact de la maladie, qui est très important pour la suite après. Et donc le curage ganglionnaire, c'est comme une deuxième intervention qu'on fait en même temps, qui, quand on le fait soigneusement, peut durer 1 heure, rien que ça. Et la prostatectomie en soi, on va dire que peut varier entre 1 heure et demie dans les procédures plus rapides, le patient simple, où on n'a pas trop d'arrière-pensée, justement pour sauvegarder les structures qu'on a vues tout à l'heure, parce que soit le cancer est trop agressif, donc on ne peut pas être fin comme on voudrait. À ce moment-là, la chirurgie, la prostatectomie, le temps assis à la console peut durer 1 heure et demie jusqu'à 2 heures et demie, 3 heures et demie. Ça, c'est juste l'acte chirurgical en soi. Si on compte après l'installation, qui est en chirurgie robotique, dure quand même un peu de temps. La mise en place des instruments, globalement, c'est très variable, mais il faut compter minimum 2-3 heures, parfois un peu plus. Ça, c'est le temps pour ce type d'intervention, en sachant que le patient reste en salle, endormi, du début jusqu'à la fin. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, madame? Oui. Depuis mon arrivée 2020, ça fait 2 ans.
On a acquis le robot, d'ailleurs, je me suis permis de mettre cette photo d'équipe, enfin qu'une partie de l'équipe. On a donc acquis le robot. En effet, les chirurgiens, Dr Clément Deltran-Lobin, que vous voyez à mes côtés dans cette photo, ils exerçaient déjà la chirurgie robotique à Marseille depuis plusieurs années déjà. Moi personnellement aussi, j'exerçais la chirurgie robotique déjà à Annecy, où j'étais avant, en Haute-Savoie. Et heureusement, on a pu mettre un peu un coup de pression à la clinique pour acquérir cet instrument qui quand même représente une évolution sans égale, ça c'est sûr. On a une question sur les réseaux sociaux, Oui. Alessandro. Que pensez-vous de l'embolisation de la prostate? Alors, l'embolisation de la prostate, c'est une technique qui est utilisée pour le traitement de l'adénome de la prostate. Donc, on n'est pas du tout dans la pathologie bénigne, mais plutôt maligne, donc du cancer, mais plutôt dans la pathologie bénigne. Donc, quand ce fameux adénome de la prostate dont on a parlé tout à l'heure cause des symptômes urinaires, difficultés urinaires ou fréquence et toute une série de symptômes, l'embolisation permet de traiter, réduire ces symptômes, mais n'a pas de but curatif pour un éventuel cancer de la prostate. Donc, on n'est pas dans le même domaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? À distance, on va dire que non, dans le sens que la console, comme on a vu, qui gère les instruments, est dans la même salle, est relayée avec des câbles physiques. C'est théoriquement possible, ça a été même fait, mais ce n'est pas du tout une routine, et je pense que ce sera difficile d'opérer en pyjama depuis chez moi. Dommage. Je pense, heureusement, on peut pas peut-être intervenir à distance, mais je pense que ce n'est pas la vision qu'on partage de la médecine. La médecine se fait avec nos patients, en contact avec nos patients, avec la responsabilité pour sa santé et sécurité, et aussi pour transmettre l'information autour. Donc, de faire ça à distance, c'est difficile. Donc, je pense que c'est peut-être même pas une évolution souhaitable. Donc, je passe la parole au docteur Lysien Cartier, qui est oncologue radiothérapeute à Sainte-Catherine. Et je ne sais pas combien de temps on travaille déjà ensemble, mais c'est une très bonne décennie. Je suis très content de cette collaboration. Il va vous parler donc de la radiothérapie puis du cancer de la prostate. Merci Werner. Bonsoir à tous et merci. Excusez-moi. On va y arriver. Et voilà. Donc on a du son et on pourra vous passer tout à l'heure la petite vidéo qui nous manquait. On terminera bien la soirée comme ça. Donc merci à tous pour votre présence ce soir, puisque c'est comme on l'a dit, c'est une première. Je pense que c'est quand même important d'avoir ce type de réunion ouverte, en même temps proche, où on peut vous présenter notre quotidien et où vous pouvez nous poser vos questions les plus simples ou même les plus évoluées, les plus complexes. Et donc c'est un grand plaisir pour moi de vous parler de mon domaine, qu'est la radiothérapie, et en particulier dans le cancer de la prostate, puisque c'est vrai que j'exerce quasi exclusivement en cancérologie urologique. Et comme on vous a dit tout à l'heure, le cancer de la prostate est un cancer très fréquent chez l'homme. Et en urologie, il a une grande place il y a une grande incidence. Alors, la radiothérapie, quelle est la place de la radiothérapie pour les cancers de la prostate? On peut y répondre assez simplement. C'est
l'indication de la radiothérapie peut se poser à tout stade de la maladie cancéreuse, mais en particulier dans le cadre des cancers localisés. Donc c'est la plus grande indication qu'il peut y avoir dans sa forme localisée. Donc je vous reprends très rapidement ce qui vous a été exposé par Alessandro Di Rosa tout à l'heure, où on distingue face à une maladie localisée différentes formes pronostiques en fonction de différents paramètres. Le premier paramètre, c'est l'extension locale, c'est le même schéma qu'on a vu tout à l'heure. Mais après, il n'y a pas que cette extension locale, il y a aussi le type de cellules cancéreuses, c'est cette notion de groupe pronostique qui est maintenant d'une classification standardisée internationale qui nous permet de caractériser, d'exprimer assez simplement l'agressivité même de ces cellules cancéreuses. Et au plus on est face à des cellules qui sont différenciées, qui sont plus agressives, c'est-à-dire qui vont se multiplier plus rapidement, potentiellement se multiplier rapidement, elles auront aussi cette capacité à s'étendre plus à distance. Donc bien sûr, on sera plus agressif pour ces formes de maladie. Et le troisième paramètre que l'on va prendre en compte, même si le PSA n'a pas une valeur suffisamment précise pour caractériser l'agressivité de la maladie cancéreuse, ça reste quand même un bon élément. Et c'est en fonction de ces trois éléments-là que pour les maladies localisées, on pourra ensuite proposer une stratégie de traitement qui sera en fonction des référentiels, qui sera bien sûr discutée de façon pluridisciplinaire, comme on vous l'a déjà bien dit, mais aussi, surtout, qu'il faudra discuter individuellement, puisque, en fonction du stade de la maladie, différents traitements auront la même efficacité et permettront d'avoir la même efficacité et les mêmes chances de guérison. Donc, il est important, une fois que le diagnostic et la classification est faite, d'avoir une discussion qui est plus individualisée pour qu'on vous explique quels sont les avantages, les inconvénients de chacun des traitements, quels sont les risques auxquels on peut s'attendre. Donc la radiothérapie, vous voyez qu'elle se positionne déjà à chaque stade de cette maladie localisée et elle peut être associée à des traitements anti-hormonaux. Je n'aborderai pas ce soir le traitement anti-hormonal, mais on voit que si face à des maladies à plus fort risque évolutif, on associera des traitements anti-hormonaux, un traitement médical pendant potentiellement assez longtemps, pendant 2 voire 3 ans. Les autres indications de la radiothérapie dans le cadre des cancers de la prostate, c'est aussi pour des formes qui sont métastatiques. Ça, ce sont plus de nouvelles indications au cours qui ont prouvé l'efficacité, le bénéfice de la radiothérapie au cours de ces dernières années. Donc, lorsqu'on découvre une maladie d'emblée métastatique, on peut proposer un traitement focal sur la prostate si on est face à une maladie avec une faible masse tumorale. Souvent, lorsqu'il y a peu de métastases qui sont diagnostiquées, traiter la maladie primitive, donc la prostate et l'organe primitif de cette maladie cancéreuse, permet d'avoir un bénéfice sur le long terme pour l'ensemble de la prise en charge. De façon encore un petit peu plus récente, et ce qui est même en voie d'évaluation actuellement, on peut proposer la radiothérapie sur chacune des localisations métastatiques. Donc ça fait plutôt l'objet d'essais thérapeutiques qui sont en cours, mais qui, je pense, quand même, au cours des prochaines années, nous permettra de proposer aussi ce traitement à ce stade-là. Alors en pratique, la radiothérapie, comment ça se passe ? C'est un traitement qui déjà se fait en ambulatoire, donc il n'y a pas d'hospitalisation.
C'est un traitement qui se réalise au moyen de plusieurs séances. Et actuellement, le plus souvent, c'est entre 20 séances et 40 séances qui sont nécessaires pour traiter la prostate dans son ensemble. Et chacune des séances est finalement assez courte. C'est à peu près un quart d'heure pendant lequel le traitement est réalisé. J'explique souvent que c'est comme un examen d'imagerie, comme un scanner ou plus court qu'une IRM même. Et ces séances sont réalisées tous les jours du lundi au vendredi. Donc il n'y a pas d'interruption pendant toute la durée du traitement. Donc c'est pendant 1 à 2 mois pendant lequel il va falloir réaliser ce traitement et s'astreindre à ces séances. Donc astreindre à venir dans l'établissement, dans le centre de radiothérapie pour réaliser ces séances. Vous avez là l'illustration des appareils plus classiques, plus conventionnels, ce qu'on appelle les accélérateurs linéaires de particules, avec la partie qui va émettre le faisceau de rayonnement, qui est cette partie-là. Tout derrière ce mur, il y a une grosse machinerie qui est là cachée par cette paroi. Mais toute la production des rayons, qui sont des rayons X, se fait sur cette partie-là. Et ensuite, on voit simplement la partie un peu immergée de l'appareil, à partir duquel le faisceau de rayonnement est émis. Donc le patient est allongé sur la table de traitement et l'appareil va tourner ensuite à plusieurs reprises autour de la table pour se focaliser sur la zone qui est à traiter. Donc ça, c'est les appareils assez classiques, certes de dernière génération. Et les appareils plus récents, comme cette illustration ici, c'est ce qu'on appelle les Alcyon. Ça, c'est le nom et la marque de l'appareil. Finalement correspondent quasiment à un scanner. Je pense que vous connaissez ce type d'examen et ça a la même présentation. Donc là, l'appareil paraît plus simple, c'est un anneau et la table se déplace et toute la machinerie, toute la production des rayonnements ionisants se fait à l'intérieur de cette machine. Et je vous ai mis cette illustration pour bien expliquer que c'est au cours de la séance, le patient est seul dans la salle, c'est une salle qui est assez grande, et les opérateurs, les manipulateurs en radiologie, sont à l'extérieur de la salle et visualisent en continu le patient qui est à l'intérieur. Donc il y a un système de caméra vidéo pour surveiller que tout se passe bien, un interphone, au moindre problème, on peut tout arrêter, on intervient. Mais il y a quand même une période pendant laquelle il faut rester seul et immobile, bien sûr, pour ce traitement. Alors avant de débuter un tel traitement, vous allez voir que c'est un traitement qui est aujourd'hui de haute technicité, voire même de très haute technicité. Avant de commencer, il faut faire toute une préparation technique. Et cette préparation va reposer sur la réalisation d'un scanner, c'est ce qu'on appelle le simuloscanner, scanner de simulation. Donc là, c'est un scanner beaucoup plus conventionnel. Et avant même de réaliser cet examen, il faut réaliser une contention. On parle de coque ou de moule. Donc ça, c'est le type de contention que l'on réalise ici dans le service. C'est un moule qui prend la forme du bassin. On réalise ensuite le scanner, plus ou moins avec une injection. Et de plus en plus maintenant, on réalise aussi une IRM dans le même temps. Ces différentes étapes se succèdent pour avoir toute une série d'images avec différentes modalités pour pouvoir après gagner encore en précision dans la préparation du traitement de radiothérapie. Donc ça, c'est la première partie de simulation qui nécessite la présence du patient. Une fois que ces images sont acquises, là c'est tout le travail de préparation, qu'on dit de dosimétrie de façon générale, qu'il va falloir réaliser. Et à partir de ces images, sur chacune des images, on va venir contourer la zone qui est à traiter, en l'occurrence la prostate, et toutes les structures qui sont avoisinantes qu'on voudra protéger, qu'on voudra éviter.
Donc ce sont les organes à risque, en l'occurrence la vessie, le rectum. Ici, sur cette image, donc c'est des images en coupe scanographique, là une coupe axiale, une coupe frontale, une coupe de profil, une coupe sagittale. Et apparaissent ici, en bleu, maintenant vous commencez à connaître l'anatomie, et je vous montre la radioanatomie aussi de la prostate. Donc ici en bleu, on a la prostate, au-dessus commencent à apparaître les vésicules séminales, en avant c'est la vessie, en arrière c'est le rectum, et sur le côté ce sont les têtes fémorales. Donc toute cette étape est importante pour pouvoir bien cibler notre traitement et avoir une parfaite précision dans la délivrance du traitement. Une fois cette étape faite, grâce à des logiciels, à toute l'informatique qui en découle, on va faire là réellement la simulation du traitement. On va calculer la dose qui est nécessaire à délivrer sur la prostate. Donc ça, c'est la dose que le médecin, que le radiothérapeute aura déterminée en fonction des critères pronostiques. Et on va venir simuler, paramétrer tout le traitement et simuler. Et ensuite, on pourra avoir une visualisation dans toutes les dimensions du niveau de dose. Et ce qui apparaît toujours sur ces images, avec ce dégradé de couleurs, ici en rouge, puis vert, puis bleu, c'est en fait le niveau de dose, avec là en l'occurrence, j'imagine une dose de 80 degrés en rouge, et dès qu'on s'éloigne de la prostate, la dose diminue, et diminue très rapidement. Et en l'espace d'1 centimètre, on arrive, grâce à toutes les solutions technologiques qu'on a, à diminuer de moitié la dose qui est délivrée. Donc 1 centimètre en dehors de la prostate, de 80 degrés, on passe à 40 degrés, et ainsi de suite. Donc, ce qui montre que le traitement est très focalisé, et c'est par ces techniques-là qu'on arrive à avoir des traitements de bonne qualité, surtout qui restent efficaces en délivrant la bonne dose, et surtout qui nous permettent de délivrer une très faible dose sur les organes adjacents, du moins la dose la plus faible possible. Donc toute notre préparation va consister à faire de multiples itérations pour obtenir ce compromis-là entre une dose efficace sur la zone qui est malade et une dose la plus faible possible sur les zones avoisinantes qui n'ont pas à être traitées. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, depuis de nombreuses années même, la radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité. C'est une technique qui est nécessaire, qui est recommandée pour le traitement des cancers de la prostate. Ensuite, une fois cette étape-là faite, le traitement va être validé par les dosimétristes, les physiciens, les médecins. Puis toute une série de contrôles de qualité va être nécessaire. Et toute cette étape-là prend finalement quand même 2 à 3 semaines. On peut aller vite si c'est nécessaire, mais pour faire les choses correctement, c'est à peu près le délai minimum qui est nécessaire. Alors après, en pratique, à chaque séance, le patient est installé dans la contention qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, on va effectuer un repositionnement en fonction de repères qu'on aura pris initialement. Et un contrôle qui va être fait de façon ultime avant la réalisation de la séance de radiothérapie, c'est de vérifier, grâce à une nouvelle image, que la position du jour corresponde bien à la position qui était déterminée lors de la préparation. Donc là, c'est ce qu'on appelle cette radiothérapie guidée par l'image, où juste avant la séance de traitement, on va faire une image. Donc là, c'est l'animation avec... alors, je vais peut-être aller un peu vite. Juste pour vous présenter la partie de l'appareil, donc là, qui est en bas, qui délivre les rayons, c'est cette partie-là. Et sur les côtés, il y a des petites ailettes qui se déploient, qui correspondent à un système d'imagerie qui nous permet d'acquérir ces images avant les séances. Donc la première partie, qui est finalement la plus longue, c'est de faire ce repositionnement, de valider ce repositionnement. Donc là, on fait l'acquisition des images, et puis ensuite au pupitre, les manipulateurs auront une visualisation
de l'image de référence, donc qui est en l'occurrence ici en jaune, et l'image du jour en position de traitement. Et tout l'objectif, c'est de bien faire coïncider la position pour que toute la précision du traitement qu'on aura calculé au départ corresponde bien à ce qu'on délivre chaque jour. Donc c'est pour ça que la première partie est un peu longue, une dizaine de minutes en général, et ensuite la durée même de traitement, d'irradiation, se fait sur quelques minutes, 2-3 minutes tout juste. Donc là, ce sont d'autres images qui sont vues avant avant la réalisation du traitement. Donc le recalage qui est fait. Ensuite, tout au long du traitement, il y a des consultations médicales qui seront proposées, surtout pour vérifier la bonne tolérance de la radiothérapie et les effets secondaires qui peuvent apparaître. Et le traitement de radiothérapie dans le cadre des cancers de la prostate peut entraîner différents types d'effets secondaires. Le premier, le plus important, celui qui arrive souvent le plus rapidement, ce sont des problèmes urinaires. On ne revient pas sur l'anatomie, mais le canal urinaire, l'urètre, passe en plein dans la prostate et on traite la prostate dans son ensemble. Donc ce canal urinaire est aussi irrité, enflammé à cause du traitement de radiothérapie. Donc je vous ai noté là, tous les effets secondaires qui peuvent apparaître. C'est des envies fréquentes d'aller uriner, des envies un peu urgentes d'aller uriner. Assez souvent, malheureusement, des brûlures urinaires qui peuvent arriver, mais vraiment sur la fin de la radiothérapie. Et heureusement, ces effets secondaires sont avant tout aigus pendant le traitement de radiothérapie. Et sur ce schéma-là, donc c'est une publication, mais qui est assez intéressante, où il y a une comparaison de ce que les patients ont rapporté comme effets secondaires par rapport au traitement réalisé. Et là, on se compare entre chirurgie, radiothérapie, surveillance active. On voit la fréquence et la survenue des effets secondaires liés notamment à la radiothérapie. En l'occurrence, là, c'est en trait orange, où on voit que dans les premiers mois, et notamment sur ces 12 premiers mois, surviennent surtout ces envies plus fréquentes d'aller uriner. En l'occurrence, là, ce sont des envies d'aller uriner au cours de la nuit. Et par la suite, il y a une amélioration, finalement une cicatrisation qui se fait. Toute cette inflammation s'atténue petit à petit pour disparaître ou quasiment disparaître dans les suites du traitement de radiothérapie. Quand même un schéma là par rapport à la question qu'on nous pose souvent par rapport à la continence urinaire. S'il n'y a pas eu de geste chirurgical avant un traitement de radiothérapie, quel qu'il soit, que ce soit pour une maladie bénigne ou pour une maladie cancéreuse, il est rare, voire extrêmement rare, qu'il y ait des problèmes de continence urinaire dans les suites d'un traitement de radiothérapie. Et de façon assez tardive, et là par contre ça peut survenir plusieurs années après la fin du traitement, ce sont des hématuries, c'est-à-dire des traces de sang qui peuvent être retrouvées dans les urines. Deuxième type d'effet secondaire pendant le traitement de radiothérapie, là c'est beaucoup plus spécifique aux rayons, ce sont des problèmes digestifs et c'est lié à la proximité avec le rectum qui est juste en arrière. Ce sont des envies assez fréquentes d'aller à la selle, des besoins un peu urgents et des problèmes de diarrhée. Et là encore, assez tardivement, peuvent survenir des saignements, souvent de faible intensité, au moment de l'exonération. Enfin, troisième effet secondaire du traitement de radiothérapie, c'est aussi sur le plan sexuel, puisque les mêmes vaisseaux, les mêmes nerfs qui sont protégés par les chirurgiens lors du geste chirurgical, eux, malheureusement, ne peuvent pas être protégés par la radiothérapie parce qu'ils sont complètement collés sur la prostate. Et on n'a pas les moyens de les identifier sur les moyens d'imagerie et ni même de les protéger avec le traitement de radiothérapie.
Donc, il faut s'attendre à des conséquences d'ordre sexuel assez tardives. Ce sont des problèmes de dysfonction érectile, alors qui sont souvent moins importantes qu'après un geste chirurgical, parce que heureusement ces vaisseaux et ces nerfs sont résistants aux rayons, ils sont plus résistants que les cellules tumorales, et ce qui permet quand même d'avoir des résultats un petit peu meilleurs sur le plan sexuel sur le long terme. Autre problème lié à l'anatomie même de la prostate et aux canaux déférents, comme vous avez montré au tout départ, il faut s'attendre à des troubles de l'éjaculation, avec une éjaculation rétrograde ou voire des saignements, là encore, dans l'éjaculat. Ces problèmes sont malheureusement là aussi durables dans le temps, et là encore la comparaison que l'on voit avec les autres stratégies de traitement sont représentées sur le schéma. Donc c'est en connaissant ces différentes conséquences du traitement de radiothérapie, et en discutant bien au tout départ, lors du diagnostic, lors du choix du traitement, que le choix du traitement doit se faire. Il doit se faire, on dit, de façon éclairée, parce qu'il y a des indications médicales, mais il y a aussi un ressenti personnel, il y a aussi un souhait avant tout de chaque patient qu'il faut bien connaître et il faut bien sûr respecter. Donc tout l'enjeu est au début de discuter de tout ça. Alors maintenant, pour faire un plus grand pas en avant, et finalement pour conclure sur les quelques propos que je voulais vous parler, c'est vous montrer aussi que ces traitements de radiothérapie sont déjà sophistiqués, mais ils évoluent encore, heureusement grâce à toutes les avancées technologiques qu'il y a. Et il y a 3 grandes évolutions qui sont en cours ou qui sont attendues encore et vouées à se développer dans le cadre des cancers de la prostate. Alors tout d'abord, la radiothérapie stéréotaxique pour le cancer de la prostate. Le principe de ces traitements de stéréotaxie, c'est de traiter de la même façon la prostate avec des rayonnements ionisants, mais de réaliser à chaque séance des doses fortes, plus fortes, et du coup moins nombreuses. Donc là, il y a un grand intérêt au quotidien pour chacun des patients, c'est de venir moins souvent, plutôt que de venir pendant 8 semaines. On peut aujourd'hui réduire jusqu'à 5 voire 7 séances. Certaines études, certaines équipes ont évalué les traitements dits de radiochirurgie en une seule séance. Ça n'est pas du tout d'actualité, mais en tout cas, voilà ce à quoi tendent les traitements de radiothérapie actuellement et dans les années à venir. Alors ces traitements nécessitent une précision encore plus grande et le plus souvent nécessitent de mettre en place des repères à l'intérieur de la prostate pour pouvoir visualiser au cours de la séance les mouvements même de la prostate. Les techniques, les appareils de traitement de radiothérapie stéréotaxique sont des appareils qui peuvent être dédiés à la stéréotaxie. Vous avez peut-être dû entendre parler du CyberKnife, c'est ce type d'appareil-là, qui là permet de garantir cette précision. Mais je vous ai remis aussi l'image des appareils de traitement qui sont actuellement utilisés, ce qu'on a dans le service ou dans tous les services français maintenant aussi. Avec ce type d'appareil, on peut réaliser, sous certaines conditions, une radiothérapie stéréotaxique. Et, chose importante aussi, c'est que les différentes études que l'on a montrent que la radiothérapie stéréotaxique permet d'avoir la même efficacité pour le traitement des cancers de la prostate en fonction du stade. Ce n'est pas indiqué pour tout le monde. Mais surtout, n'augmente pas non plus les effets secondaires. Tous les effets secondaires dont je vous ai parlé tout à l'heure ne sont pas plus importants avec ce type de traitement. Donc, dès aujourd'hui, demain, de plus en plus d'indications vont pouvoir être posées pour ces modalités de radiothérapie.
Deuxième évolution, et là c'est encore pour améliorer la précision du traitement, c'est les appareils de radiothérapie qui sont couplés à une IRM. Donc ce sont technologiquement c'est assez bluffant, parce que les constructeurs sont arrivés à mettre un aimant qui permet d'avoir les images IRM juste à côté de l'appareil qui permet de réaliser les traitements de radiothérapie. Donc c'est une belle évolution. Et là, ça nous permet, notamment pour la partie lors du temps de repositionnement, donc juste avant de réaliser la séance, de faire une image avec une IRM qui là est une image bien plus précise que ce qu'on peut voir sur le scanner. On vous a dit tout à l'heure que pour le diagnostic d'une maladie cancéreuse, l'IRM est l'examen roi, et parce que en fait, on visualise bien mieux la glande prostatique. Donc là, on peut encore aller vers une plus grande précision pour le traitement. Enfin, la dernière avancée de la radiothérapie, qui là n'a encore pas fait la preuve du bénéfice. Donc c'est plutôt des travaux qui sont en cours et des bénéfices qui seront encore à montrer. C'est ce qu'on appelle la radiothérapie adaptative. Et là, c'est encore aussi une évolution technologique, puisque le principe, c'est de s'adapter à chaque séance, chaque jour à chaque séance, à l'anatomie du jour, c'est-à-dire s'il y a des modifications de la réplétion de la vessie, du rectum, s'il y a un amaigrissement ou au contraire une prise de poids, toute l'anatomie change et tout ce qu'on aura pu calculer au tout départ ne sera pas aussi précis. Le principe là, c'est qu'à chaque séance, toute l'étape de préparation et de dosimétrie que je vous ai exposée tout à l'heure, on l'a fait en quelques minutes. Et la durée de séance sera certes un petit peu plus longue, 20 minutes, 30 minutes à peu près, mais nous permettra d'être à chaque jour encore plus précis. Donc ça, ce sont les systèmes ETHOS qui commencent à être installés petit à petit en France et que nous avons installé il y a un mois dans le service. Donc, dès 2023, ce sont des traitements que l'on va commencer à réaliser. Et on va, je l'espère, montrer le bénéfice de ces techniques-là en ayant une plus grande précision, en diminuant encore les effets secondaires. Donc voilà l'évolution de la radiothérapie. Et puis surtout, toutes ces techniques, elles sont très belles, mais surtout, elles reposent sur un grand nombre de personnes, sur des équipes. Et là, quelques photos des principaux personnels de l'équipe ici à Sainte-Catherine. Donc je voulais aussi les mettre en avant, puisque sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lysien. Donc, est-ce que ça fonctionne? Donc, Lysien nous a quand même montré, comme a fait déjà aussi Alessandro, que le plus important, c'est le bon diagnostic, d'établir un projet thérapeutique qui taille au patient et après appliquer une technicité incroyable avec des appareils énormes qui demandent donc des structures hyper spécialisées avec des hyper spécialistes en radiothérapie et en chirurgie. On est très content qu'on peut proposer ça. Est-ce que vous avez des questions à Lysien? Attendez, monsieur, attendez. Monsieur. Non, on vous entend pas sur le Ouais. Oui, quels sont les critères exacts de la décision de l'ablation ou pas? Je me pose souvent la question, pourquoi on ne l'a pas enlevé, moi? Ouais. Donc, moi, je vais d'abord initier la réponse parce que c'est peut-être la question clé qui est reposée et qui est posée des années plus tard. Pourquoi on a fait ça? Donc, je pense que vous avez déjà entendu, il y a les plusieurs états de gravité
et on adapte vraiment un protocole qui est identifié pour chaque patient. Je laisse répondre à Lisian. Alors bien sûr, c'est en fonction de chaque patient. On l'a bien vu avant, c'est déjà en fonction du stade de la maladie. Le premier tableau que je vous ai montré, je vous ai dit, montrer qu'il y avait différentes options de traitement. Ensuite, il y a des critères physiologiques qui rentrent en compte. C'est vrai que plus l'âge avance, plus la chirurgie peut être risquée, avec notamment des problèmes d'incontinence urinaire qui sont plus importants si on fait une chirurgie chez une personne âgée, notamment au-delà de 70 ans, voire 75 ans. Donc c'est un paramètre qui est souvent assez pris en compte et qui est finalement souvent décisif. Mais c'est surtout ce que j'ai cherché à vous dire tout à l'heure, c'est la discussion qu'on peut avoir. Parce que les problèmes d'incontinence urinaire, certains s'en accommodent facilement. D'autres, ils mettront plus l'accent sur l'activité sexuelle qu'ils veulent conserver. Donc là, c'est une discussion qui est partagée. Donc c'est la maladie, c'est les conditions physiologiques et c'est aussi le choix de chaque personne. Oui, tout à fait. Je pense on écoute aussi l'avis de chirurgien, c'est Dr Blin. Juste deux remarques. Le cancer de la prostate, c'est quand même l'un des rares cancers qu'on peut diagnostiquer et surveiller. Ce n'est pas une démarche intuitive. On vous dit, vous avez un cancer de prostate, mais pour l'instant, on ne va rien faire parce que c'est les cas qui sont très peu évolués et qu'on peut se permettre de surveiller pendant des mois, parfois pendant des années. Et ça permet de décaler un traitement avec tous les effets indésirables possibles de ce traitement. Et c'est aussi, alors pas dans tous les cas, mais dans certains cas, l'une des rares situations où le patient a le choix. C'est-à-dire il y a des situations où il n'y a pas le choix, là il faut opérer, là il faut faire la radiothérapie, là il faut faire autre chose. Mais il y a des situations où on vous dit, écoutez, vous avez ça, vous avez le choix entre vous faire opérer, voilà comment ça se passe et ce que vous risquez. Vous avez aussi le choix de vous faire une radiothérapie, voilà comment ça se passe, voilà ce que vous risquez. Et c'est à vous de choisir. Et c'est vrai que parfois c'est difficile pour le patient de faire le choix. Et nous, notre rôle, c'est de vous accompagner au mieux pour que vous puissiez prendre la décision qui vous convienne le mieux. Moi, je vais ajouter un élément. Et parfois, il y a une situation où il n'y a pas de choix. Ça, il faut savoir. Si la maladie est très évoluée, il y a certains traitements qui ne sont pas du bon choix. Donc, et c'est à nous aussi de le dire très clairement. Et parfois, et c'est aussi quelque chose que je vois dans ma pratique, parce que je vois des patients qui ont des maladies plus évoluées, tardivement, parfois après le diagnostic principal. Parfois, le destin, qu'est-ce qui arrive, c'est déjà clair à ce moment-là. Quand vous avez des métastases au moment de diagnostic, oui, on n'a pas besoin de traiter l'organe primitif. C'est quelque chose qui, très souvent, pour beaucoup de nos patients, n'est pas intuitif. Mais quand il y a des métastases, très souvent, il n'y a pas d'intérêt. Mais là aussi, des changements de nouveau, ça complique l'image. Depuis quelques années, on sait que pour certains patients avec des métastases de petit nombre, de petite taille, le traitement de la prostate par la radiothérapie est aussi une importante composante de la thérapeutique. Donc ça reste complexe, c'est du cas par cas, et ce n'est pas la même maladie chez tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il vous plaît. Attendez, monsieur. Attendez le micro. Vous n'avez pas expliqué un mot que je ne comprends pas. Paul, il était dans la liste des mots concernant Pollakiurie. Oui, c'est les termes médicaux, c'est le fait d'uriner souvent, tout simplement. D'accord. Alors, je voulais vous poser des questions à ce sujet-là parce que si on a encore, après avoir eu la radiothérapie de base, les différentes séances de rayons et que la prostate a été traitée comme ça et non pas enlevée, comment se fait-il que les questions d'énurésie, c'est comme ça qu'on dit aussi, plus largement, ou peut-être oui, existent toujours, et comment se fait-il qu'elles se produisent aussi? Alors, est-ce que c'est un phénomène psychologique à certains moments particuliers? Par exemple, vous rentrez chez vous, vous avez eu une possibilité de rétention par les sphincters, ou je ne sais, et après, toc, vous avez vraiment une envie
d'urgence extrême. Comment ça se fait que Alors, ça se passe encore, alors que normalement, on ne réintervient plus du tout sur la question de la prostate, si c'est qu'après les métastases en dehors. Alors, c'est premièrement pas une question de métastase, puis c'est a priori une maladie qui est contrôlée. Par contre, donc les effets secondaires de la radiothérapie, je vous ai exposé, sont souvent plus importants pendant la radiothérapie, mais ne disparaissent pas systématiquement dans 100% des cas après traitement de radiothérapie. Donc il y a des séquelles de ces traitements qui peuvent persister. Et ces problèmes d'envie fréquente, un peu urgente d'uriner, sont souvent liés à des problèmes sur la vessie en elle-même qui est plus irritable, plus contractile, qui se laisse moins facilement distendre. Donc dès qu'il y a une envie d'uriner, elle est plus rapidement ressentie. Ensuite, c'est un petit peu plus complexe, et ça peut-être les urologues vous l'expliqueront mieux que moi, mais il y a aussi un contrôle, un système de contrôle, et le fait d'être dans des situations où on se sent, on arrive chez soi, on sait qu'on va être plus proche des toilettes, ce contrôle se lève, et du coup, l'irritabilité est un peu plus importante. Et pourquoi ça perdure ? C'est lié aux effets secondaires de la radiothérapie qui sont persistants sur le long terme. Je vous ai dit, ça ne disparaît pas. 2 ans, 3 ans ? Oui, c'est une cicatrice. C'est comme après un geste chirurgical sur la peau, on a une cicatrice qui persiste. Il faut le considérer aussi de cette façon-là. Ce n'est pas une cicatrice visible, mais qui est ressentie. D'accord. Merci de vos réponses. Est-ce que vous avez d'autres questions ? S'il vous plaît. Est-ce que l'alimentation a des effets sur la prostate ? Je pense que c'est une question pour le docteur Blas. Il n'y a rien qui a été validé. Après, il y a des substances protectrices, par exemple les lycopènes qu'on trouve dans les tomates, mais il faut manger à peu près 4 kg de tomates par jour pour commencer à avoir un effet protecteur. Ce qui est validé, c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle l'hygiène de vie, c'est-à-dire de manger varié, équilibré et d'avoir surtout une activité physique. Ça a été validé et d'ailleurs maintenant, on peut prescrire l'activité physique. C'est-à-dire on va mettre sur ordonnance activité physique et c'est pris en charge par la sécurité sociale parce que l'activité physique a démontré une amélioration de la survie, une amélioration sur les effets indésirables de tous les traitements qu'on vient de vous citer, des chimiothérapies. Et c'est très important. Donc bougez, mais ne mangez pas n'importe quoi. Il y a beaucoup de publicité sur des produits miracles pour la prostate et rien qui a été scientifiquement validé. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? S'il vous plaît. Le monsieur derrière, oui. Le traitement hormonal ou anti-hormonal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les effets, la durabilité ? Bernard, je te laisse répondre en tant que... Merci. Donc, on a fait aujourd'hui délibérément le choix de ne pas trop approfondir ce sujet parce que c'est en effet très complexe. Donc, le cancer de la prostate est une maladie hormonosensible. Et hormonosensible, ça veut dire il y a dans les cellules cancéreuses du cancer de la prostate expression des récepteurs qui interagissent avec l'hormone masculin, le testostérone. Et cette hormone, ça stimule la croissance des cellules cancéreuses, la multiplication et augmente l'agressivité de cette maladie. Et quand vous enlevez cette hormone des cellules cancéreuses, pour une grande partie des cancers de la prostate, mais pas tous, pour une grande partie, et surtout au début d'un traitement, ce n'est pas aux 10 ans, mais dans les premières années, vont réagir et vont diminuer la croissance, vont s'endormir, aller en apoptose, ça veut dire d'aller dans une sorte de mort cellulaire. Ça veut dire le cancer de la prostate, même en situation locale, peut disparaître avec une hormonothérapie. Donc ça, c'est l'idée derrière. Donc les hormones sont produites
majoritairement dans le testicule, et l'hormonothérapie qui est effectuée aujourd'hui. Et contrairement au traitement qu'on a fait peut-être au début de l'hormonothérapie, c'était l'ablation des testicules. Aujourd'hui, il y a des médicaments qui font le même traitement, qui freinent ou arrêtent la production d'hormones dans les testicules. Ça s'appelle aussi la castration chimique. Ce sont des injections qui sont à faire tous les mois, tous les 3 mois. Donc, l'effet secondaire de l'hormonothérapie, c'est l'effet d'enlever l'hormone masculin. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Je ne vais vous faire pas toute la liste parce que c'est long et je pense peut-être l'année prochaine, on va peut-être ça comme un des sujets principaux. Mais un des effets secondaires, c'est des bouffées de chaleur. C'est ça qui fait souffrir en permanence. C'est quelque chose qui va s'atténuer sur les années. Une deuxième problématique, et c'est un problème très important, c'est un effet sur la sexualité, parce que l'hormone masculin, c'est l'hormone de la sexualité. Quand vous l'enlevez, vous avez 2 types de problèmes. C'est un, il n'y a pas d'érection, ça veut dire la mécanique ne fonctionne pas, mais c'est un problème. Mais le deuxième problème, c'est la libido, l'envie. Donc la castration chimique, ça c'est clair, c'est quelque chose qui a un impact sur le patient et sur son conjoint. C'est quelque chose qui a un impact énorme dans la vie d'homme. Et ça, il faut bien expliquer avant de le faire. Très souvent, dans nos indications, quand on dit c'est nécessaire, il y a très peu ou presque jamais un vrai choix. C'est le choix entre je serai soigné ou non, ou je ne suis pas soigné. Donc ça aussi, c'est important de l'écrire. Après, il y a beaucoup d'effets secondaires qui sont sur la prise de poids, sur la perte de masse musculaire, sur l'ostéoporose, donc c'est la raréfication d'os qui va s'entraîner sur une durée des années, sur le métabolisme du cholestérol, du triglycéride, sur le risque de diabète, sur l'hypertension. Donc la liste est très longue. Donc la prise en charge de cette geste castration chimique, c'est une prise en charge complexe entre l'oncologue, urologue, radiothérapeute, oncologue médical, mais toute une équipe entoure où il y a au centre aussi le médecin généraliste, les cardiologues, des endocrinologues. Et le seul traitement qu'on a aujourd'hui à proposer, c'est celui qui vous a parlé, Dr Blas, c'est l'activité physique. L'activité physique est le seul élément qui est démontré qui peut adoucir, pas disparaître, mais adoucir la plupart de ces problèmes liés à l'hormonothérapie. Donc, je ne sais pas si je répondu complètement, mais je voulais vous donner une introduction. Oui, pas tout à fait, parce que quand on interrompt, puisque ce traitement est limité dans le temps, oui. Je comprends bien, est-ce qu'ensuite c'est réversible ou pas? Oui, donc je vais vous répondre aussi à cette question-là. Donc, vous voyez, ça on rentre tout à fait dans un autre sujet. Donc, dans le cadre des traitements dans la radiothérapie, on a très souvent une hormonothérapie qui est limitée dans le temps. On connaît des hormonothérapies de durée courte, de 6 mois. On connaît des hormonothérapies de durée longue, de 2 ans ou 3 ans, qui étaient faites à l'époque à but curatif. Et quand vous arrêtez l'hormonothérapie, petit à petit, le corps va reproduire le testostérone et des patients regagnent la sexualité et regagnent ou perdent tous les systèmes qui sont liés. Tout à fait. Moi, s'il vous plaît. Vous avez parlé des progrès de la radiothérapie. Est-ce qu'on peut attendre une progression dans l'évolution des robots, dans leur précision et dans leur technologie? Ouais, je peux mal répondre. Évolution des robots, il y en a eu beaucoup depuis 2000. Il faut dire que c'est, on va dire, une seule maison constructrice qui a le monopole aujourd'hui, puisque c'est le 18 ou 19% des robots sont des Davanci de la maison intuitive, et qui on en est au 6e ou 7e série, j'ai perdu le compte. Donc oui, il y a eu beaucoup d'évolutions. C'était au tout début des gros robots, des grosses machines avec un bras. On a vu le chariot avec un chaque bras qu'on avançait tout seul. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a eu une limite qu'on retrouve que tout le monde, enfin tous les chirurgiens de la chirurgie robotique rêvent un peu de ça. C'est un concept important, le retour de force. C'est-à-dire que quand on bouge les instruments,
même si les mouvements sont très précis, mais on ne sent pas la résistance qu'un tissu peut offrir. Donc le robot, entre guillemets, il est fort, donc il faut faire très attention à ne pas blesser les tissus. Et la machine ne redonne pas cette limite. Et donc, il y a beaucoup de recherche qui est finalisée à permettre cette caractéristique qui nous aiderait beaucoup. Il y a justement, ce n'était pas Davancy qui a développé ça, c'est sur un autre robot où il y a eu cet avancement, mais la machine est conçue différemment et il y a d'autres avantages un peu plus importants qui ont fait un peu perdre ce bénéfice. Donc on attend Davancy pour... Ça serait une grosse évolution encore, mais bien sûr, pour répondre, oui, il y a eu beaucoup d'évolutions dans 22 ans et plus de chirurgie robotique. Donc l'une des évolutions sur la chirurgie robotique, c'est que vous avez vu qu'on est passé d'une incision qui fait, je sais pas moi, 15 cm à des orifices. Et là, l'étape d'après, c'est de mettre tous les instruments par un seul orifice. Donc ce serait un orifice au niveau de l'ombilic qui permet de mettre tous les instruments, d'opérer et après de fermer cet orifice au niveau de l'ombilic et on voit pratiquement plus de cicatrices. Sinon, sur les robots, il y a 3 marques de robots commercialisées aujourd'hui en Europe. Le leader, c'est un robot américain qui a plusieurs décennies déjà, qui est implanté partout. Là, il y a un robot qui vient d'être mis sur le marché par Cambridge, qui est disponible en France. Et le 3e robot, je crois que c'est un robot allemand, hein, c'est Medtronic. Et pour l'Europe, il y a beaucoup de robots chinois et coréens qui sont commercialisés en Asie. Donc la chirurgie robotique se développe beaucoup, énormément. Et c'est tant mieux si c'est pour le bien des patients, bien sûr. Encore une question, s'il vous plaît. Attendez, monsieur. 2 questions. La première, bon, justement, j'allais vous poser la question s'il y avait des robots qui étaient fabriqués en France ou majoritairement en France. Et la seconde question, elle n'a rien à voir, c'est simplement, mais qu'est-ce qui peut bien composer un produit comme El Reada oui, j'ai tendance à l'appeler la danseuse dans Victor Hugo. Voilà. Et donc, voilà, qu'est-ce qui peut bien composer pour que ça coûte aussi cher? Et quelles sont les recherches? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que moi, quand je lis les effets secondaires, bon, alors évidemment, la question de la température, mais même jusqu'à destruction de l'hypophyse. Bon, alors si on regarde les effets, vous partez en courant. Bon, je pense que c'est une question pour moi. Donc, je pense votre commentaire, je dis c'est un commentaire, il est tout à fait juste. Les prix des médicaments, ils viennent d'où? Donc, je ne vais pas défendre l'industrie pharmaceutique, mais il va évidemment de faire un essai thérapeutique pour prouver qu'un médicament aujourd'hui fait mieux qu'un autre, c'est très complexe. Ça demande des énormes investissements et c'est seulement des grands labos qui peuvent faire ça. Nous, en France, si on voit la puissance de la recherche clinique académique en France, et nous, on fait partie, on n'a absolument pas la puissance de faire ça. Notre intérêt est différent que le développement des nouvelles molécules et des nouvelles indications thérapeutiques. Mais il y a une réflexion qui était faite pour le prix de médicaments. Le prix de médicaments, c'est ça que la société est prête de payer. Pour ça, c'est tout un calcul qui est très complexe, qui est plutôt un calcul l'économie et la santé ou des vrais coûts. Nos gouvernements, ils ont une idée comme un argent, ils sont prêts de dépenser pour 1 an de vie en bonne qualité vécue grâce à une intervention thérapeutique. Et c'est des sommes qui ne sont pas communiquées. Mais bon, c'est un raisonnement qui est derrière. Donc c'est très complexe, je ne peux pas vous dire, mais pour nous, des médecins, l'arrivée de ces innovations thérapeutiques, c'est assez choquant. Ce n'est pas depuis toujours, c'est depuis à peu près 15 ans qu'on dispose des médicaments qui coûtent 5 000 € de mois ou même plus.
c'est une vraie problématique d'encadrer ça. C'est beaucoup de responsabilités. Et vous avez aussi dit, ce médicament, si je lis la notice, comme ça coûte cher, ça fait que des effets secondaires. Bon, on se connaît et vous savez que rien, et mes collègues ont expliqué ça pour la chirurgie, pour la radiothérapie. La prise en charge médicale, chirurgicale, radiothérapie ou par médicament vient avec un coût autre que l'argent, c'est le coût qui a des effets secondaires. Aucun de nos soins viennent sans effets secondaires et sans risque. Dans le cadre des médicaments, des risques sont extrêmement bien documentés et sont aujourd'hui presque complètement communiqués sans être vraiment bien commentés et expliqués. Vous voyez, dans une consultation oncologique, on ne parle pas de dernier petit mot qui est dans la liste parce que sinon, des gens partent tous en courant. L'essentiel est dans tout ce qu'on vous a discuté et présenté, c'est on discute vivement et tout le temps qu'est-ce qui est le meilleur choix, la meilleure proposition à faire à nos patients pour vivre mieux, le plus longtemps possible et d'avoir et c'est ça, notre soirée, c'est de consacrer ça à des traitements curatifs pour avoir une chance réaliste d'être guéri de la maladie. Ça, c'est le raisonnement. Moi, je vous propose, oui, une toute dernière question. Non, ce n'est pas une question, c'est simplement de dire que je suis passé par le docteur Blas. Je suis actuellement un patient du docteur Iglers. Je viens à Sainte-Catherine tous les 15 jours, donc je suis toujours en traitement. Et je dois remercier donc, tous les chirurgiens qui s'occupent de ça, tout le personnel médical et tout le travail que vous faites à Sainte-Catherine. Franchement, on est très très bien reçus et tout le monde s'occupe très bien de nous. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on termine avec la petite vidéo que le Dr Blas nous a proposée. Je pense qu'on va terminer sur une note légère. Et je vais juste dire mon dernier mot, grand merci à tous d'être venus, à votre intérêt, à votre question. J'espère qu'on a répondu à vos attentes. Vous savez, on va s'améliorer chaque année et je pense, c'est promis, qu'on va vous proposer une prochaine édition l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Juste pour vous dire qu'on peut finir la soirée, si vous le voulez bien, par un petit cocktail qui se trouve juste après l'amphithéâtre. Donc on se retrouve tout de suite. Et oui, j'ai de la chance. Je suis le seul homme au monde à avoir ma prostate sur le front. Et je vous garantis que ça change la vie. Je fais toujours attention à ce qu'elle soit impeccable. C'est vital. Ah là là, mon filou. Quelle belle prostate. Et puis, il faut dire qu'avec une prostate sur le front, je suis vraiment le centre de l'attention. Avec cette particularité, vous n'imaginez même pas le succès fou que j'ai. Une star. Je suis vraiment chanceux. Tout le monde m'adore. Oh, ça va mon filou? Grossit ta prostate, non? La véritable chance de Philou, c'est de pouvoir toujours garder un œil sur sa prostate. Vous ne la voyez peut-être pas, mais ce n'est pas une raison pour l'oublier. Le cancer de la prostate tue un homme toutes les heures. Parce qu'un diagnostic précoce augmente les chances de guérison. Dès 50 ans, parlez-en à votre médecin traitant.